Coiffé de son panache blanc qui le rend immédiatement identifiable, Jean-Jacques Hano conçoit depuis 40 ans, bien plus que des films, un cinéma du défi. Ces histoires n'ont jamais été calibrées impersonnelles. Qu'on les aime ou pas, elles font toujours preuve d'audace. De quoi s'agit-il? Qui est dans l'arbre sacré? L'homme porc, vénérable Archéo, l'innommable déchet de la porcherie. Il est enragé. Vous s'en débarrassez. À mort, le farfeleur! À mort! À mort! Souvent bousculé par la critique qui a voulu le cataloguer cinéaste animalier, Hano est bien plus que cela. Filmer pour lui est une manière de comprendre. Au fil de ses 13 longs métrages, ses préoccupations de cinéaste se sont organisées autour d'interrogations sur la transmission, qu'elle soit celle de l'échange entre les cultures ou celle qui nourrissent le débat entre les anciens et les modernes. Bonjour Jean-Jacques Hano. Bonjour. Ou est-ce que je devrais dire bonjour, cher académicien? Oh, non, je préfère Jean-Jacques Hano. Parce que vous êtes académicien des Beaux-Arts depuis Oui. 2012. Et quand on fait son installation, on fait l'éloge de son prédécesseur. Oui. Et le vôtre, c'est? C'était Gérard Houry. Et quelqu'un qui a été à la tête d'immenses succès internationaux. C'est ça que vous partagez presque avec lui d'abord, c'est la folie des grandeurs. Parce que si on joue là-dessus, il y a ça en commun. Oui, il y a le désir de provoquer le plaisir chez le spectateur. C'était quoi son style? C'est pareil, c'est comme vous, c'est une grande technique mais au service des comédiens? Oui, au service de l'histoire. Je me retrouve un petit peu là-dedans parce que quand je tourne, je suis amené à oublier complètement la matérialité des choses. C'est-à-dire que je suis capable, alors que j'adore les acteurs et que j'adore les acteurs qui acceptent de tourner dans mes films, et je me retrouve à leur demander d'être cul-nu et d'aller dans un marécage où on s'enfonce, il y a des trous de marmotte, et qu'il y a encore des icebergs qui flottent, des icebergs de glace. Et ils le font. Et après, on me dit, mais dis donc, tu es quand même complètement cinglé, on aurait pu se noyer, on aurait pu... Mais j'oublie, parce que je suis dans mon film, je ne suis plus dans la réalité. Lors de la réception de chaque académicien, on confectionne l'habit et puis on fait faire une épée. La vôtre, vous l'avez confiée à Philippe Druillet, Oui. l'immense dessinateur qui a créé après Humanoïde Associé, qui est notamment à la tête d'œuvres importantes comme Salammbô. Et puis surtout, Druillet, vous lui avez confié 2 affiches de films. Par ces affiches de films, ce n'était pas mon idée, mais les personnes qui s'occupaient de la promotion chez AMLF, qui était l'ancêtre de Pathé, m'avaient conseillé de tenter une affiche originale en demandant à ce grand illustrateur qui était Philippe Druillet. Je l'ai rencontré, je l'ai adoré. Et quand j'ai eu l'obligation de concevoir une épée, je ne concevais pas une épée qui puisse tuer, mais au contraire une épée qui soit décorative. Et donc, j'ai fait faire une épée en cristal avec une phrase gravée dessus qui est Gnóthi-Soton. Gnóthi-Soton, c'est ce qui est marqué sur le Parthénon. Gnóthi, ça veut dire connais-toi, la connaissance, la gnose. Soton, auto, soi-même. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Qu'est-ce que le cinéma vous a permis de trouver sur vous? Cette connaissance de moi-même a été un des grands soucis de mon enfance. J'ai appris tardivement, enfin pas tardivement, à 19 ans, que j'étais pas tout à fait de la lignée que j'imaginais, que mon papa n'était pas véritable, que j'avais un autre papa aussi, j'en avais 2. C'était très bien ainsi d'ailleurs. Et donc beaucoup de mes films sont des films d'apprentissage. Pour moi, si vous voulez, entre le nom de la rose et l'ours, il n'y a peut-être pas grand-chose en commun, sauf que c'est l'histoire d'un petit qui devient meilleur par la connaissance et par le regard qu'il a pu porter sur les autres et sur d'autres cultures.
Pour moi, Jean-Jacques, ce qui compte artistiquement, c'est ce dont on peut dire il y a un avant et un après. Qui a eu ce rôle-là? À l'époque, les films qui m'ont véritablement impressionné parce qu'ils m'ont transporté dans un univers nouveau, pour moi, dans des cultures différentes, il y avait Kurosawa, avec évidemment les 7 samouraïs, mais surtout Rashomon, qui était un film que j'adorais et que je continue à adorer. Si vous voulez, Kurosawa, c'est un mélange d'abord d'histoire très solide et les décors de Kurosawa participent à l'histoire. Quand il montre le petit village, il est tellement parfait ce petit village encastré, dangereusement encastré. C'est déjà une partie de l'histoire. Un mauvais metteur en scène ne le fait pas comme ça, le village, et d'un seul coup, on ne comprend plus. Là, un cadre, une fois, ça suffit, c'est bon. C'est beau parce que ça a un sens. Donc, si vous voulez, Kurosawa, c'est ça, c'est ce mélange d'évasion, de rythme aussi, parce que qu'est-ce que c'est bien raconter ces histoires, fabuleuse direction d'acteurs, et des films qui ont un sens, qui ont une morale. Ces films sont des contes. C'est-à-dire qu'on en ressort transformé. J'étais d'un seul coup, oui, et je me sentais élevé. Et donc j'ai pas voulu regarder le cinéma comme quelque chose, comme un érudit, mais comme un spectateur en appétence. Et donc, souvent, je fais un cadre, je tourne le plan, et je me dis, ah, tiens, ça, c'est un clin d'œil à Sergio Leone. Ah, tiens, ça, c'est un petit coucou à Fellini. Mais après, ou Renoir, et puis par l'intermédiaire de François Truffaut, j'ai été amené à rencontrer Jean Renoir, que je découvre sous le grand tableau de lui en petit chasseur, peint par son père. Il était dans un fauteuil roulant, tout rose comme un jambon. Et il me dit « Ah, monsieur Hanot, je suis tellement content. Alors, vous savez, votre film, je l'adore parce que j'ai retrouvé toutes mes scènes, La Grande Illusion, puis la partie de campagne, et puis même mes acteurs, Jean Carmet. » Et puis, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte ?» Et finalement, je me rends compte qu'il dit vrai. Que j'ai tellement été imprégné de l'œuvre de Jean Renoir que le thème est un thème à la Jean Renoir, que ma manière de diriger les acteurs sont à la manière de Jean Renoir, que j'ai même choisi les 2 femmes qui ont été très proches de lui et qui ne se nommaient pas beaucoup sur le plateau pour cette raison-là, complètement instinctivement, sans du tout m'en rendre compte. C'est parce que lui me l'a dit. Et quand il m'a expliqué mes propres scènes, je me suis souvenu finalement que j'avais écrit dans le scénario à la manière d'un tableau de Renoir. Alors, vous allez me dire, le tableau était son père, pas de Jean, mais oui, Jean Renoir m'a complètement impressionné par un point fondamental, c'est qu'il disait une chose, il disait que son drame, c'était de mieux comprendre que quiconque les raisons de ses ennemis. Bergman dit que le cinéma commence et finit avec un visage. Quel est le visage de cinéma qui a imprimé votre rétine au début? Peut-être celui de Toshiro Mifune. L'acteur de Kurosawa. Oui. Vous me citez tout de suite un acteur japonais, alors que vous avez une passion pour la comédie italienne. Oui, probablement Tognazzi. C'est lui qui vous a donné envie de faire du cinéma, le cinéma italien? Qui m'a donné envie de faire de la comédie, oui. Je me souviens quand j'ai fait Coup de tête avec Patrick Devers, ma référence absolue à l'époque, c'était Scola et Monicelli, Risi. Tous ces gens-là, je trouvais qu'ils faisaient un cinéma formidable parce que drôle, méchant et avec un sens social. Encore un mot sur Coup de tête, parce que Patrick Devers, ça a été votre choix, mais ce n'était pas le choix de votre producteur Alain Poiret. Il a fallu l'imposer. Pourquoi on ne voulait pas de Patrick Devers? Mais parce que, d'abord, il était moins connu déjà et moins porteur en termes de box-office que Depardieu, mais il y avait une raison bien plus fondamentale, c'est que les assurances ne voulaient pas l'assurer. Vu qu'il y allait un peu fort sur les substances, et que j'ai eu un dîner tout à fait incroyable avec Patrick. Je lui ai dit, Patrick, écoute, c'est pas que mon producteur veut pas te prendre. J'arriverai à le convaincre. Mais il ne peut pas te prendre, parce que tu n'es pas assurable. C'est-à-dire que si tu as un pépin,
eh ben, le film s'arrête, et qui paye? Ben, les assurances ne veulent pas. Et il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit « Pour toi, j'arrête ». Et son regard m'a fait comprendre que c'était vrai. C'est difficile, et il l'a fait. Monsieur, c'est à quel sujet? Monsieur le Président, j'aimerais vous dire 2 mots. Qu'est-ce que ça veut dire, Lambert enfin, Mais je ne sais pas, Monsieur le Président, il est rentré sans On m'a même viré dire du foot il y a quoi que 3 ce soit, semaines. Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur. Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement. Qu'est-ce que vous faites, là? Mais je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Patrick avait un charme qui venait du fait que, par rapport, mettons, à Depardieu, qui est très solaire, comme très gamme majeure, si vous voulez, de Gérard, il est toujours comme ça, il est content. Patrick, il était comme un piano désaccordé ou une cloche qui a une fêlure. Il était en gamme mineure. C'est-à-dire que quand il riait, il y avait toujours une tristesse à l'arrière du rire, qui donnait une complexité à chaque seconde, et qui, moi, me bouleversait. Et Patrick était un tendre d'une extraordinaire violence. C'est-à-dire qu'il vous saute à la gueule comme ça. Moi, il me prenait, il me déracinait. Ouais, non, mais comme ça. Okay, et il me disait, oui, t'as aimé? Il me disait, t'as pas vu la scène? Eh ben, tu vas voir. Tu vas voir. Et là, il redevenait tout doux, tout charmant, et il refaisait la scène. Ah non, mais c'était à la fin de chaque prise. Ah oui. Moi, je croyais qu'il allait me défoncer la tronche. Asseyez-vous! On ne bouge pas! S'il y en a un qui se lève, je raconte tout à la presse. Tout ce que je sais. On se tait! Toi! Lozeran. J'hésite. Un marchand de meubles, il y a 2 solutions, le feu ou la hache. Le feu, c'est joli, la hache, ça défoule. Vous viendrez vous voir demain! Et je vous foutrai des tartes dans la gueule jusqu'à ce que j'en ai mal aux mains. Et si vous essayez de vous défendre, hein, je dirai en ville que vous m'avez frappé, que je peux pas jouer samedi, à cause de vous. À demain matin. Jean-Jacques Hano, je vous propose qu'on fasse une petite escale dans cette excursion qui nous permet de voyager dans votre cinéma et on se retrouve très vite. On parlera de Renoir, on continuera de parler de Kurosawa, on parlera de Truffaut aussi un peu et bien d'autres choses. D'accord? D'accord. Ah bah c'est super. Faisons ça.